c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver Christopher Reeve, on est d'accord. Mais là, franchement, analyser un film comme ça, ça va être un supplice pour moi. J'ai plutôt l'habitude de dire du bien des films sur cette chaîne. C'est parti donc pour le DTC de Superman 3 de Richard Lester. Mon Dieu. Superman 3 est le troisième des 4 films basés sur le super-héros DC Comics produits entre 1978 et 1987. La production de Superman 3 démarre avec une vision plutôt ambitieuse, enrichir l'univers de Superman en explorant des histoires inédites et en introduisant des personnages complexes. Les producteurs Alexander et Ilya Salkind, après le succès des 2 premiers opus, avaient la volonté de prendre une direction très différente pour ce troisième volet. Ils ont donc engagé Richard Lester, qui avait déjà achevé la réalisation de Superman 2 pour apporter de la fraîcheur à ce nouvel opus. Lorsque Richard Donner fut embauché pour réaliser les 2 premiers films, il trouva les scripts des Newman si déplaisants qu'il engagea Tom Mankiewicz pour de lourdes réécritures. Mais puisque Donner et Mankiewicz n'étaient plus attachés à la franchise, les Salkind étaient donc libres d'apporter leur vision de Superman à l'écran et ont donc décidé d'engager à nouveau les Newman qui se retrouvèrent seuls à l'écriture de Superman 3. Mais initialement, les plans pour ce film étaient très différents. Richard Donner a en effet confirmé qu'à la base, il avait été intéressé par l'écriture d'au moins 2 autres films, dont il souhaitait confier la réalisation justement à Tom Mankiewicz et qu'il aurait inclus Brainiac comme méchant principal du 3e film. Brainiac est un des méchants les plus populaires des comics. Scientifique extraterrestre chauve à la peau verte et doté d'une intelligence exceptionnelle. Malheureusement, tout a changé lorsque Donner quitta la franchise pendant la production de Superman 2 à cause de sa mésentente avec les producteurs. En décembre 1980, Ilya Salkind avait déjà écrit un premier traitement pour le film qui incluait Brainiac et Supergirl. Ce scénario fut d'ailleurs rendu public en 2007. Brainiac y est décrit comme un père de substitution pour Supergirl qui finit par tomber amoureux de sa fille, qui elle est tombée amoureuse entre-temps de Superman. Brainiac riposte en utilisant une machine à personnalité pour corrompre et manipuler Superman. Le point culminant du film aurait vu Superman, Supergirl, Brainiac, Jimmy Olsen et Lana Lang voyager dans le temps jusqu'au Moyen-Âge. Superman et Supergirl auraient même fini mariés à la fin du film. Cette histoire fut rejetée par Warner Bros, qui jugeait le scénario trop complexe et surtout trop coûteux à tourner. Et les Salkind décidèrent de garder le personnage de Supergirl pour un film solo. Superman 3 devait à l'origine avoir pour titre Superman contre Superman, mais il a été renommé en Superman 3 après que les producteurs de Kramer contre Kramer aient menacé de poursuivre en justice les Salkind. Au casting, ce qui avait commencé durant le tournage de Superman 2 va littéralement se transformer en guerre ouverte pendant la production de Superman 3. Gene Hackman renonce d'ailleurs à reprendre son rôle de Lex Luthor en raison de ses problèmes avec les producteurs. Hackman et Margot Kidder, l'interprète de Lois Lane, étaient très en colère contre la façon dont les Salkind traitaient le réalisateur de Superman Richard Donner sur le plateau. Hackman a donc riposté en refusant de reprendre le rôle de Lex Luthor, même s'il reprendra finalement son rôle pour Superman 4 après le départ des Salkind. De leur côté, les Salkind se vengèrent d'une certaine manière de Margot Kidder en réduisant considérablement son rôle pour Superman 3. Dans son commentaire pour la sortie DVD du film en 2006, Ilya Salkind réfuta toutes ces allégations, expliquant que la décision de réduire le rôle de Margot Kidder venait des scénaristes. Quel foutage de gueule franchement. Il a donc réfuté l'affirmation selon laquelle son rôle avait été coupé pour des raisons de représailles. Au lieu de cela, il expliqua que les scénaristes avaient décidé de poursuivre dans une direction différente, pensant que la relation entre Lois et Clark avait déjà été traitée dans les 2 premiers films. Le rôle de Lois a donc été réduit pour donner un rôle plus important à Lana Lang. Salkind a également estimé qu'on avait assez vu Lex Luthor et qu'il était temps de se concentrer sur d'autres méchants, estimant que les fans en auraient eu marre à la longue de Lex Luthor, s'évadant en permanence de prison pour s'en prendre encore et toujours à Superman. Bon, ce qu'il fera quand même dans Superman 4, mais on y reviendra dans la prochaine vidéo. Selon moi, la vérité se cache au beau milieu de tout ce bordel, mais à vous de vous faire votre propre avis. Pour apporter une nouvelle dynamique à la franchise, le casting se voit quasiment intégralement renouvelé. Après avoir déclaré en interview avoir adoré Superman 2, Richard Pryor est contacté par les Salkind,
impatients de lui confier un rôle important dans le troisième film de leur saga, en s'appuyant sur ses précédents succès dans des films comme Silver Streak, Stir Crazy ou encore The Toy, justement réalisé par un certain Richard Donner et remake du film français Le Jouet de Francis Weber. Prior accepta un salaire de 5 millions de dollars pour sa participation à Superman 3. Et après la sortie du film, il signa même un contrat de 5 ans avec Columbia Pictures d'une valeur de 40 millions de dollars. Autant dire que pour lui, l'affaire fut plutôt juteuse. Christopher Reeve reprend bien sûr son rôle emblématique de Superman Clark Kent, apportant une nouvelle profondeur au personnage, et Richard Pryor est donc engagé pour le rôle d'Auguste ou Gus Gorman en version originale pour être le personnage comique du film, tandis qu'Annette O'Toole est castée dans le rôle de Lana Lang, l'un des love interest de Superman dans les comics. Et pour remplacer Gene Hackman dans le rôle de Lex Luthor, Robert Vaughn est engagé pour incarner Ross Webster, le magnat de la finance de Metropolis. Le tournage principal commence le 21 juin 1982. La plupart des scènes d'intérieur sont tournées comme les précédents au studio Pinewood à Londres, la scène de la casse étant filmée en studio également, et la plupart des extérieurs à Calgary au Canada, en raison des allègements fiscaux accordés aux sociétés de production. La scène où Superman se murge la tronche a été filmée à l'hôtel Saint-Louis, dans le centre-ville d'East Village à Calgary, tandis que d'autres scènes, telles que la scène d'ouverture de comédie burlesque, ont été tournées dans d'autres quartiers de la ville. Pour le décor du super ordinateur, la scène se déroula sur le plateau de James Bond tourné au même moment dans les studios Pinewood, histoire de faire des économies. Le scénario situera donc les événements dans une grotte du Grand Canyon. Comme ça c'est pratique, ça coûte moins cher. Bah ouais, ça n'a aucun sens dans l'histoire, mais finalement, c'est pas très important, hein. On y reviendra plus tard. Les extérieurs sont eux tournés à Glen Canyon dans l'Utah. Pour les effets spéciaux, la même équipe déjà à l'œuvre sur les 2 premiers films est de retour. Atari, qui fait partie de la Warner, sera, elle, chargée de l'animation par ordinateur du jeu vidéo pour la scène de défense anti-missile. Le film est le dernier Superman, produit par Alexander Salkind et Ilya Salkind. Il sera suivi par Supergirl en 1984 et Superman 4, produit par la Canon en 1987. La musique est composée par Ken Thorne, qui s'appuie sur le thème de Superman composé par John Williams. Superman 3 sort le 17 juin 1983 aux États-Unis et le 10 août en France. Dans ce 3e chapitre, un génie informatique nommé Gus Gorman est embauché par Ross Webster, qui a pour projet de dominer le monde. Cependant, tous ses plans sont contrecarrés par Superman. Webster ordonne alors à Gorman d'utiliser ses connaissances informatiques pour créer de la kryptonite synthétique, après s'être souvenu d'un article du Daily Planet sur la disparition du dernier morceau des années plus tôt. Pas de générique, pas de musique. Ah bah ça change, hein. On est là pour amener de la nouveauté dans ce Superman 3. Le film s'ouvre sur un certain Auguste Gorman qui a la voix d'Eddie Murphy. Et si j'avais été en salle à cette époque, bah franchement je me serais demandé, mais qu'est-ce que je fous là? On secoue le ketchup, ajoutez un peu de sauce merci, j'en veux pas de sauce, 2 pains, 3 pains, non pas de pain, saignant, tout cuit. Le texte du générique apparaît dans la rue et s'éloigne au lieu de s'avancer vers nous, hein. Comme si Superman s'était lui aussi barré avec Richard Donner. Un braquage provoque un accident de voiture, ce qui fait apparaître Superman rapidement, avant de disparaître au profit d'un mime. Ok, bon bah le ton est donné quoi en gros, hein. Au Daily Planet, Perry White tire les boules du bingo. Clark tente d'obtenir un accord pour faire un reportage à Smallville, mais c'est surtout pour retrouver ses anciens amis de lycée. Pas très professionnel tout ça. Et Lois, bah elle part en vacances aux Bahamas et on la reverra plus du tout, jusqu'à la fin. Voilà comment se débarrasser des personnages principaux d'une saga en quelques lignes de scénario. Bravo les gars. Auguste Gorman, devenu programmeur informatique chez Websco, trouve le moyen, pendant sa période d'essai visiblement, de détourner l'argent de sa société. Versez tous les demi-cents au compte d'effraiement de monsieur Auguste Gorman. Ça marche? Et la première scène d'action potable du film nous fait suivre l'incendie d'une usine de produits chimiques. Clark, accompagné de Jimmy Olsen, en voyage vers Smallville, tombe donc sur cet incendie. Jimmy décide d'en profiter pour faire quelques photos pour le journal et Clark se change en Superman. À défaut de cabine téléphonique, bon bah ça se passera à l'arrière d'une voiture. Il parvient à sauver tout le monde, comme d'habitude, et trouve assez d'eau pour éteindre l'incendie. Il sauve Jimmy, tombé d'une échelle, et honnêtement, heureusement que Christopher Reeve est toujours impeccable en Superman.
pas grave, une fracture simple du péroné. Ce gars-là est un faiseur de miracles. À Smallville, Clark tombe sur Lana, son ancienne amie de lycée, et l'embrasse direct. J'avais jamais fait gaffe à ça. La musique jouée pendant le bal est d'ailleurs la même qu'on entendra en 1985 dans Retour vers le futur. Il va donc passer du temps avec Lana, aller au bowling avec elle et son fils Ricky, et croiser Brad, l'ancien champion de foot du lycée, devenu alcoolique et surtout un bon gros con. Au cours d'un pique-nique, Clark tente de lui avouer ses sentiments dans les champs de blé autour de Smallville. Ricky s'étant évanoui et sur le point de se faire déchiqueter par une moissonneuse-batteuse, Clark se change en Superman afin d'aller le sauver. Superman? Ah oui, c'est moi. Superman était ici et ça ne te fait rien? Écoute, Lana, j'habite Métropolis. Je vois Superman tous les jours. Je peux avoir son autographe? Alors là, si on me donnait $1 chaque fois qu'on me demande ça... Auguste, de son côté, est convoqué chez son patron, Monsieur Webster, qui a compris sa petite combine pour l'arnaquer. À partir de cet instant, il lui est redevable et lui demande donc de prendre le contrôle d'un satellite afin de détruire les cultures de café en Colombie. Il souhaite ainsi prendre le contrôle de toute la production mondiale. Ah, je ne savais pas que votre maman habitait avec vous, monsieur. Je suis sa sœur, sa jeune sœur. Auguste se rend donc à Smallville dans une petite agence où il tombe par hasard sur Brad, agent de sécurité de l'agence. Il lui bourre la gueule afin de pouvoir bosser tranquille sur l'ordinateur du patron et finit par provoquer une tempête dévastatrice en Colombie grâce à ce satellite décidément capable de tout, même de contrôler la météo. J'imagine que le but est ici de nous montrer les dangers de l'informatique et de la technologie qui prenaient bien sûr de l'ampleur au début des années 80. Nouvelle scène d'humour burlesque, complètement éclatée, et Auguste débarque dans le chalet de Webster, installé au pied de la station de ski privée qui est située sur le toit de son immeuble. Il leur explique que Superman a contrecarré leur plan. On vous l'a raconté à la télévision, mec. Vous n'avez rien vu? Ne m'appelez pas mec. Sa cape flottait dans le vent, ça claquait comme un drapeau. Et alors, il a sorti de ses yeux deux superbes rayons laser qui ont tout balayé. La plantation avait séché comme dans les toilettes, tu vois ce que je veux dire, mec? Les toilettes pour hommes, tu vois ce que je veux dire? Il leur donne tous les détails et va savoir comment il est au courant de tout ça d'ailleurs, ce qui contrarie forcément Monsieur Webster, qui se souvient alors d'un article paru dans Daily Planet qui faisait référence à la kryptonite. Webster décide de faire fabriquer de la kryptonite en analysant les composants de la planète Krypton dans l'espace, toujours grâce à un satellite. C'est bien pratique. Auguste décide alors de chausser les skis et tombe dans le vide avec sa nappe rose sur les épaules. Et par miracle, il n'a rien. Parce que c'est un film. L'un des composants étant d'origine inconnue, il décide de le remplacer par du goudron. Superman se voit remettre les clés de la ville à Smallville pour avoir sauvé Ricky et les ouvriers de l'usine un peu plus tôt. Auguste Gorman en profite pour faire son entrée, habillé en militaire pour lui remettre l'objet censé être de la kryptonite. Et là, le regard de Superman, c'est un petit peu le regard des spectateurs à ce moment-là, je pense. Parce que ça n'a aucun sens. Et si ça avait été de la vraie kryptonite, il l'aurait forcément pas pris en main. Et il aurait fait ça devant tous les habitants de Smallville. Bon bref, après cette nouvelle scène de malaise, Superman semble tout de même atteint d'une sorte de trouble de la personnalité après avoir été en contact avec l'objet. Il arrive trop tard sur les lieux d'un accident, devient dépressif et mauvais et décide de redresser la tour de Pise. Il commet différents méfaits aux quatre coins de la planète. Superman ayant été neutralisé, Webster dévoile son plan pour prendre le contrôle du pétrole mondial et demande à Auguste de l'aider à neutraliser l'ensemble des pétroliers pour faire grimper les prix à la pompe. En échange, il demande à Webster de l'aider à fabriquer un super ordinateur. Mais alors dans quel but? J'ai jamais compris son intérêt à lui demander ça. Pourquoi c'est Auguste qui demande à son patron de fabriquer ce super ordinateur? Alors à ce moment-là, il a aucun intérêt, lui, Auguste, à tuer Superman. Et le but, c'est même pas de tuer Superman, alors c'est quoi le but de faire ce super ordinateur? Honnêtement, ce n'est jamais expliqué dans le film. Superman, macho et mal rasé, tombe sur Lorelai, la petite amie de Webster, en haut de la statue de la Liberté, qui lui demande d'arrêter un pétrolier qui refuse d'obéir aux instructions. Donc lui, il obéit sans se poser de questions, et finit par la rejoindre au chalet pour coucher avec elle. Ah voilà, c'est pour ça qu'il lui a rendu service. Bon allons-y tant qu'on y est. Ah non, on les verra pas. Après une scène qui nous fait penser à la pénurie d'essence qu'on a vécue il y a quelques temps, à 2 € le litre, forcément, ça a de quoi énerver. On retrouve Superman enfermé dans un bar de Smallville.
en train de se bourrer la gueule. Heureusement, aidé par les thèmes de John Williams, la scène fonctionne plutôt bien lorsqu'il tombe sur Ricky, qui tente de le faire redevenir lui-même. C'est plutôt bien fait. Qu'est-ce que vous regardez? Hein? Superman, dis-leur que tout ça c'est des mensonges. Qui il a changé? Tu redeviendras un héros. Tu peux le faire, Superman. Superman, tu m'entends, n'est-ce pas? Superman atterrit dans une casse, et là, c'est la scène la plus réussie du film, où il va devoir affronter son alter ego, Clark Kent. C'est la seule bonne idée du scénario, et étonnamment, c'est plutôt bien mis en scène par Richard Lester. Christopher Reeve est énorme, et résultat, la scène fonctionne encore plutôt bien aujourd'hui. C'est même, je pense, la scène la plus culte du film. Après avoir combattu, Clark vient à bout du Dark Superman, finit par retrouver des couleurs et sa personnalité, et par immédiatement corriger les erreurs commises par son alter ego. Entendre le thème de John Williams fait franchement du bien, car ça nous avait plutôt manqué depuis le début du film. Au Grand Canyon, Webster, sa sœur Vera et Lorelai descendent en ballon rejoindre l'emplacement où a été construit le super ordinateur, ou l'Ultimate Computer en version originale. Alors là, vaut mieux définitivement poser son cerveau pour supporter ce qui va suivre, je vous préviens. À l'aide de son jeu vidéo, Webster balance des roquettes sur Superman et prépare le lancement du missile MX, qui est sûrement censé le tuer. Les incrustations au fond vert sont vraiment ignobles. Superman débarque enfin pour stopper Webster et finit dans un sac en plastique. Alors cette fois, ils ont fini par réussir à fabriquer de la vraie kryptonite, et c'est sous forme de rayons laser qu'elle parvient à mettre Superman à terre. Auguste décide alors de changer de camp et coupe l'alimentation électrique afin de sauver Superman. Mais l'ordinateur finit par prendre vie et va aller chercher sa propre source d'électricité. Sans doute une première tentative, 1 an avant la sortie de Terminator, de représenter ce qu'on appellera plus tard les dangers de l'intelligence artificielle. Vera se fait capturer et l'ordinateur la transforme en robot qui projette des rayons paralysants sur Webster et Lorelai. Bon on n'est plus à ça près honnêtement. Superman revient pour l'anéantir grâce à l'acide qu'on avait croisé plus tôt dans le film, qui se transforme en sauce tomate, et après avoir été embarqué par des fils électriques, l'ordinateur finit par exploser. Superman s'envole avec Auguste, le dépose dans une usine de charbon et en profite pour se fabriquer un diamant. Diamant qu'il va offrir à Lana, mais par l'intermédiaire de Clark dans une chambre d'hôtel à Metropolis. Alors on va savoir pourquoi, Brad débarque à l'improviste et finit tout de même sur le chariot. Lois est de retour après avoir été absente de l'intégralité du film et tombe alors sur Lana dans ce qui aurait pu être un triangle amoureux plutôt intéressant s'il avait été mis en place beaucoup plus tôt dans le film. Superman remet la tour de piste dans sa position d'origine et s'envole dans l'espace. Au moins, ils nous ont laissé ça. Oula, par contre là ça fait très mal aux yeux, je pense qu'on va arrêter là. Alors je sais pas ce qu'ils ont tenté de faire avec le générique de fin, mais franchement, c'est vraiment moche. Eh ben vivement la suite Avec son budget de 39 millions de dollars, Superman 3 réalise un box-office de 80 millions. Le film a clairement moins de succès que les 2 premiers Superman, tant sur le plan financier que critique. De nombreux fans de la série se plaignent du fait que l'accent soit mis trop sur la comédie et que les méchants soient trop faibles. Il est reproché également au film de mettre Christopher Reeve en second plan par rapport à Richard Pryor. Je suis un peu plus nuancé là-dessus, mais on y reviendra tout à l'heure. Certains ont tout de même salué à l'époque le film pour son approche novatrice, mêlant humour et action, et ont apprécié la performance de Christopher Reeve, qui a su maintenir l'essence de son personnage malgré un scénario jugé moins profond que les précédents. Richard Pryor, bien que reconnu pour son talent comique, a reçu des avis partagés sur sa participation à l'univers censé être plutôt sérieux de Superman. Le critique de cinéma Leonard Maltin, par exemple, déclara que Superman 3 était une suite épouvantable qui détruit tout ce qu'était Superman au nom du rire bon marché et d'un rôle de co-vedette pour Richard Pryor. Le film fut nominé pour 2 Razzie Awards, dont celui du pire acteur dans un second rôle justement pour Richard Pryor. Le public a également vu le méchant, incarné par Robert Vaughn, comme une version Wish de Lex Luthor.
Outre les réactions négatives du public et de la critique, la concurrence était très forte sur l'été 1983 et Superman s'est retrouvé en compétition avec par exemple le dernier film de la trilogie Star Wars, l'épisode 6, Le Retour du Jedi, ainsi que 2 James Bond, Octopussy et Jamais plus jamais. Pour couronner le tout, la fin du film a été dévoilée pendant la promo télé, ce qui a gâché une partie de l'intrigue forcément. En juillet 1983, ITV a diffusé en avant-première plusieurs scènes du film, accompagnées d'interviews des acteurs qui s'étaient envolés pour Londres. Certains extraits diffusés montraient par exemple la fin, où Superman fait voler Gus jusqu'à la mine de charbon et explique comment il a utilisé l'acide pour détruire le super ordinateur, révélant ainsi toute la fin du film, ce qui est quand même un peu con. À la boulette. Les fans ont également attribué la plus grande part de responsabilité au réalisateur. Richard Lester, spécialisé dans les comédies populaires des années 60, Lester a rompu avec la tradition en faisant débuter Superman 3 par une longue séquence burlesque, souvent comparée à une comédie muette avec des titres difficiles à lire. Les 2 premiers films s'ouvraient eux dans l'espace avec des génériques gros et spectaculaires. Lester, contrairement à Donner, n'avait aucune connaissance et, plus important encore, aucun respect pour l'héritage de Superman. Et honnêtement, je pense qu'il est au moins autant responsable de ce qui s'est passé sur ce film que les Salkind. Mais alors une question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Richard Donner a-t-il été renvoyé? On a désormais de nombreux éléments de réponse, contrairement à l'époque, le réalisateur ayant évoqué le sujet à plusieurs reprises avant sa mort. Richard Donner ne voulait pas suivre la vision des Salkind, selon laquelle Superman était un personnage kitsch, à la manière de la série télé Batman avec Adam West. En conséquence, Superman 3 est généralement considéré comme un film grotesque et non comme un film d'aventure, ce qu'étaient les 2 premiers films. Dans son autobiographie Still Me, Christopher Reeve explique ne pas aimer ce Superman 3, bien qu'il reconnaisse qu'il est difficile de produire des suites à la hauteur de l'original. Il a personnellement estimé que Superman 2 avait surpassé Superman 1 en termes de qualité et d'intérêt pour les fans. Mais il pensait que ce Superman 3 était un piètre successeur du 2e film. Une partie du problème était selon lui le scénario. Il a tout de même fait l'éloge du combat entre le méchant Superman et le bon Clark Kent. Christopher Reeve a également ajouté « Je ne pense pas que la scène où Richard Pryor parodie Superman en tombant du bord d'un gratte-ciel sur des skis avec une nappe rose accrochée dans le dos soit particulièrement drôle. » Et on sera tous d'accord avec lui. La technique consistant à détourner des fractions de centimes restantes dans le film n'a pas de nom officiel, mais elle est connue sous le nom de tranchage de salami. C'est bien sûr illégal dans de nombreuses juridictions. Cet aspect du film est l'un des plus évoqués dans la culture populaire, notamment dans le film Office Space, sorti en 1999, où les personnages utilisent le même programme informatique que celui utilisé par Gus Gorman pour s'enrichir. Il mentionne même que c'est comme dans Superman 3. 20 ans après avoir joué Lana Lang dans Superman 3, on retrouvera Annette O'Toole dans le rôle de Martha Kent, la mère adoptive de Superman dans la série télé Smallville. Les scènes dans lesquelles Superman redresse la tour penchée de Pise, puis la renverse à la fin, étaient en fait prévues pour être tournées dès Superman 2, et étaient présentes d'ailleurs dans le scénario original de Tom Mankiewicz. Dans la scène d'ouverture, lorsque Clark se faufile dans un photomaton pour enfiler son costume de Superman, il prend rapidement 3 photos qui révèlent son identité, montrant Clark enlevant sa lunette, et ainsi de suite. Et dans la 4e, il est dans son uniforme de Superman, et c'est celle qui donne à un petit garçon qui attend son tour pour utiliser la cabine. Ce petit garçon, interprété par Aaron Smolinski, n'est autre que le jeune Kal-El du premier film lorsque le vaisseau kryptonien atterrit à Smallville et est recueilli par les Kent dans le Superman de Donner. Il apparaîtra d'ailleurs bien plus tard dans Man of Steel en tant qu'officier de communication. Les couleurs du costume de Dark Superman sont presque identiques à celles du costume porté par Brandon Routh dans Superman Returns et dont on a déjà parlé bien sûr sur la chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo. C'est le seul film Superman où la forteresse de solitude n'apparaît pas du tout. Superman 3 est totalement à part dans la saga, mais on est obligé de le juger par rapport à Superman 4, qui est sorti 4 ans plus tard et qui était clairement une pure catastrophe et un vrai gâchis. Ce Superman 3, on l'a tellement vu de fois étant enfant qu'on le connaît par cœur, et on est obligé d'avoir une affection particulière pour certaines scènes du film. Donc pour moi, dans ce film, il y a du très bon et du très mauvais. Plusieurs scènes m'avaient marqué enfant, et ma préférée reste bien sûr la confrontation entre Clark et le Dark Superman, qui est d'ailleurs une version cinéma un petit peu low cost de Bizarro présent dans les comics.
Cette scène se déroulant dans la casse est évidemment exceptionnelle. Christopher Reeve est comme toujours magistral, mais cette fois en nous montrant une troisième personnalité, une facette qu'on n'avait encore jamais vue, celle d'un Superman mauvais, égoïste, destructeur et antipathique. Ken Thorne à la musique s'en sort plutôt pas mal avec quelques nouveaux thèmes plutôt marquants. Les scènes à Smallville avec Lana Lang et son fils Ricky sont très intéressantes car on découvre un petit peu plus le passé de Clark, on s'attarde justement sur Clark Kent et notamment sur son premier amour. Mais alors pour tout le reste évidemment, je trouvais déjà que quelque chose clochait à l'époque sans savoir dire pourquoi, notamment les scènes de burlesque où franchement c'est quand même très daté, ça fait très années 50, ça fait vieux cinéma, ça n'a rien à faire dans un film des années 80 et encore moins dans un Superman. Et je vous parle même pas des petits bonhommes verts et rouges là qui se battent dans le panneau de passage piéton, enfin bon là c'était quand même un petit peu poussé. Pour moi c'est pas le pire de la saga parce qu'il reste quand même quelques scènes intéressantes à sauver dans ce film et finalement Superman 3 gagnerait à être remonté sans les passages d'humour burlesque parce que je pense vraiment que c'est ce qui vient gâcher tout le film. Au niveau des personnages, j'ai toujours détesté August Gorman, je le trouve pas drôle, Richard Pryor est souvent pathétique, son patron Webster n'a pas le même charisme de Lex Luthor, c'est évident, et même si Robert Vaughn fait des efforts, il n'arrive pas à la hauteur du jeu de Gene Hackman. Au niveau des décors, à aucun moment j'ai l'impression que l'action se situe à Metropolis, forcément, ça a été tourné à Calgary, et honnêtement, ils ont fait aucun effort sur les décors, je veux dire, c'est banal, c'est sans âme, enfin par exemple, ce plan de la cantine de la société, waouh, c'est choquant, c'est hyper moche. Le but, c'est vraiment de rendre l'univers de Superman le plus banal possible. Tout son plan avec l'ordinateur est absolument pas crédible. Déjà, aucun ordinateur n'aurait pu battre Superman en analysant ses soi-disant faiblesses, parce qu'en dehors de la kryptonite, bah, il a aucune faiblesse. Et faut-il encore pouvoir s'en procurer de la kryptonite? Et à aucun moment, il nous explique d'ailleurs dans le film comment ils ont trouvé ce fameux matériau inconnu. Alors, il respire dans l'espace, mais dans la bulle en plastique, visiblement, il a plus de respiration. Avec sa super force, bah en aucun cas il aurait pu se faire piéger comme ça. Les fils c'est pareil, enfin ils sont en plomb. À quel moment les fils peuvent réussir à piéger Superman? Enfin tout ça c'est vraiment totalement ridicule. Lorsqu'il souffle sur la boule de bowling, c'est pareil, ce serait Superman, je veux bien, mais sauf que là c'est Clark Kent et visiblement ça dérange personne. Gorman qui saute du building qui doit faire 200 mètres de haut et atterrit comme si de rien n'était sur ses skis, c'est pareil, c'est complètement what the fuck. À la fin, lorsqu'il enlève sa chemise comme Superman, bah comme personne n'a jamais vu Clark faire ça, c'est complètement débile. Oh, et vous ne savez pas que lui et moi et Superman? Faut juste accepter que ce film fait des clins d'œil aux spectateurs, mais n'est absolument pas crédible, et donc faut pas le prendre au sérieux. Partant de là, on peut peut-être apprécier le visionnage de Superman 3. En tout cas, les Salkind ont juste décidé de prendre Superman et de le jeter pour moi dans une benne à ordures. Il n'y a plus aucun respect du personnage, ni des fans d'ailleurs, qui étaient sûrement aussi nombreux en 1983 qu'aujourd'hui, à être effarés par ce film. La mise en scène de Richard Lester ne propose rien, à part du vide, aucune scène vraiment belle à l'image ou marquante, la photographie est très banale, les couleurs sont très fades, j'ai parfois l'impression d'être devant un téléfilm, et même si les effets spéciaux font le taf, il y en a quelques-uns quand même qui sont totalement foirés. Les scènes de vol sont moins exceptionnelles que dans les deux premiers, la plupart du temps on voit Superman décoller et atterrir, parce que c'est bien plus simple de supprimer les câbles en post-prod que nous proposer des scènes de vol. Le générique iconique dans l'espace avec le texte qui nous saute aux yeux a disparu, ça je trouve c'est un scandale. À la place on a droit à une scène de braquage complètement lambda. Margot Kidder absente du film, ça se ressent, hein, même si sa jalousie supposée envers Lana Lang à la fin est à peine effleurée. Il apparaît clairement que si Superman 1 et dans une moindre mesure Superman 2 ont été des succès, c'est bien sûr grâce au talent et à la ténacité de Richard Donner. Sans lui, les producteurs auraient certainement foiré l'introduction de la saga dès le premier film. On comprend aussi pourquoi il a décidé de se barrer sans avoir pu terminer de tourner Superman 2. Je pense que les conditions de travail étaient insupportables pour lui avec les deux osos là. Non, pour moi, ce film reste vraiment un des pires nanars sortis dans les années 80, une sorte de plaisir coupable aujourd'hui, et d'une certaine manière, Superman 3 a permis de mettre en évidence les qualités des deux premiers films, et surtout du premier de Richard Donner, avec son respect des comics, sa vision d'auteur. C'était dans ces années-là le réalisateur idéal pour mettre en scène Superman au cinéma. À partir de ce Superman 3, rien n'empêche désormais la saga de sombrer vers le grand n'importe quoi, malgré les efforts de Christopher Reeve. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo.
J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle vidéo. Évidemment, je vous invite à liker, commenter et partager. Si cette vidéo rencontre du succès, eh bien évidemment, on va décortiquer aussi Superman 4, le face-à-face. Superman 3, il y a beau avoir Christopher Reeve, on était quand même sur le déclin. Superman 4, ça va être encore une autre histoire. Continuez à pousser ces vidéos, à pousser cette chaîne et à liker en masse. Merci à vous et soyez heureux.